C'est une vieille discussion. Mon sentiment, c'est que les oppositions qui se sont manifestées au cours des dernières années ont évolué. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une dynamique plutôt en faveur du dispositif de l'avocat en entreprise, et notamment tel que je le propose. Du côté des avocats, il y a deux types de critiques. Il y en a une qui vient de certains qui ont peur que l'avocat en entreprise ne devienne une sorte de concurrent et que la fonction de plaideur qui est la leur ne soit ravie par les juristes d'entreprise. Je crois que c'est une fausse approche, car tout montre que les juristes d'entreprise ne souhaitent pas plaider pour toutes sortes de raisons techniques et d'opportunités. Néanmoins, pour résoudre ce problème et cette crainte qui est tout à fait compréhensible et légitime, j'ai proposé que l'avocat en entreprise ne plaide pas, sauf bien entendu, comme tout citoyen, s'il n'y a pas besoin d'avocat. Et au passage, d'ailleurs, j'ai proposé qu'on étende le nombre de cas dans lesquels la présence de l'avocat est requise, particulièrement devant le tribunal de commerce. Alors il y a une deuxième critique qui est plus limitée, mais qui est également respectable, qui consiste à dire que l'avocat ne peut être qu'un libéral et que toutes les caractéristiques du métier d'avocat seraient en quelque sorte compromises s'il devenait un salarié. C'est le thème de l'indépendance, c'est le thème de l'unité du métier d'avocat. Je ne suis pas très sensible à ces argumentaires. D'abord, je constate qu'il y a des avocats salariés. Alors, ce sont des avocats salariés d'avocats, mais ils sont quand même salariés. Deuxièmement, je ne crois pas qu'on puisse écrire qu'il y a un lien biunivoque, dirait-on, entre indépendance et profession libérale. On connaît beaucoup de cas dans lesquels les salariés font preuve d'indépendance, et on connaît beaucoup de cas dans lesquels les professions libérales, lorsqu'elles ont un seul ou deux clients, ne sont pas véritablement indépendants. Donc le sujet relève plus de la manière dont on traitera le rattachement au barreau et dont on organisera le fonctionnement du dispositif. Je crois qu'il ne faut pas se bloquer là-dessus. Dans tous les pays, les grands pays compétiteurs de la France, ce problème a été résolu de manière, je crois, très satisfaisante. Les attorneys at law, les solicitors aux États-Unis et en Grande-Bretagne sont des avocats, ils sont rattachés au barreau et ils sont salariés de l'entreprise, et ça ne pose rigoureusement aucun problème. Sur la position du MEDEF, elle a elle aussi évolué. Le MEDEF était à l'origine hostile à une solution dans laquelle on aurait en quelque sorte, et je crois que ça existe en Grèce, importer purement et simplement le cabinet d'avocat dans l'entreprise, avec toutes les caractéristiques de ce cabinet et de ce statut. Et là, on peut parfaitement comprendre que des employeurs n'aient pas envie d'avoir dans leurs équipes un groupe de collaborateurs en quelque sorte ring-fencés, comme disent les anglo-saxons, isolés du reste du monde, même si on peut discuter des modalités pratiques. Dans le principe, c'est quelque chose qui paraît anormal, avec des questions de relation avec le barreau. Enfin, c'est une sorte de corps étranger à l'intérieur de l'entreprise. Et donc les employeurs étaient très réticents. La solution que nous préconisons n'est pas celle-là. La solution que nous préconisons est celle d'avocats qui seraient rattachés au barreau, mais sur une liste spéciale, encore une fois avec un statut spécifique tenant à leur mission au service de l'entreprise, qui seraient des collaborateurs, je dirais généralement quelconques de l'entreprise, et donc qui ne posent pas de problème d'autorité, d'organisation du fonctionnement de l'entreprise pour les employeurs. Et sur ce schéma-là, lors de la table ronde qui s'est tenue il y a quelques jours et où j'ai eu l'occasion de présenter à nouveau mes conclusions, j'ai entendu plutôt des commentaires positifs de la part des représentants du patronat, que ce soit le MEDEF ou l'AFEP.